Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Séverine, qui est écrivain public et qui va nous faire la joie de nous partager son métier. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien. Merci. Merci à toi de participer. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu fais ce métier? Oula, brièvement, ça va être compliqué. Oui, bon, on a quelques minutes devant nous quand même. Donc effectivement, je suis écrivain public. À la base, l'écrivain public, c'est la personne qui écrit pour les autres. Sauf que moi, comme je suis une chouette nana, j'aime bien participer et faire participer les autres et partager mes jouets. Donc du coup, moi, mon positionnement, c'est plutôt l'accompagnement à l'écriture. C'est-à-dire que je vais accompagner les personnes, surtout les professionnels, mais aussi les particuliers, dans leur projet d'écriture, que ce soit un projet purement récréatif pour se faire plaisir, pour se changer les idées, que ce soit dans un but un petit peu thérapeutique pour arriver à exprimer des choses qu'elles n'arrivent pas à exprimer par la parole orale. Et puis auprès des professionnels, ça va surtout être les accompagner à parler d'eux et parler de leur projet pour pouvoir en fait arriver à toucher les personnes qui leur correspondent. Donc là, ça va être soit en accompagnement individuel, soit en accompagnement collectif avec des ateliers d'écriture en groupe. Dans un premier temps, pour mieux se connaître, grâce à des jeux d'écriture qui vont permettre de court-circuiter le cerveau qui a tendance un petit peu à driver tout ça et à dire que ce qu'il a envie de dire, alors que le plus intéressant, c'est ce qu'il cache dessous et qu'il veut pas, surtout pas dire. Donc, avec des jeux d'écriture, je vais court-circuiter ce gentil cerveau pour vraiment que la personne arrive à se livrer et arrive à se rendre compte en fait de qui elle est vraiment. Et une fois qu'on aura bien travaillé sur l'analyse de son histoire et de son style aussi, parce que la manière dont on écrit est révélatrice de qui on est, on va, avec d'autres exercices, d'autres jeux d'écriture, apprendre à gérer tout ce bagage-là, ce que j'appelle les petits Legos de la personnalité. C'est-à-dire que l'idée, ça va être avec nos briques de Lego, en fait, on peut les monter à l'infini pour faire tout un tas de structures différentes. Et ben là, les éléments qu'on aura chopés avec les différents jeux d'écriture, on va apprendre justement à les monter, les démonter, les remonter et ainsi de suite à l'infini en fonction du contexte et du besoin de la personne. Comment j'en suis arrivée à faire ce métier-là? Eh bien, par beaucoup de hasard, on va dire ça. J'aime écrire depuis que je suis toute petite. Depuis que je sais écrire, j'ai été très, très pressée de savoir lire et écrire. C'est quelque chose que j'ai maîtrisé très tôt. Mais bon, on m'a toujours dit, Séverine, c'est pas un métier, trouve-toi un vrai métier. Donc, j'ai arrêté d'écrire pour me trouver un vrai métier. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire en dehors de lire des histoires et raconter des histoires. J'avais pas forcément envie de passer par la case professorat parce que j'avoue que le contexte de l'éducation nationale n'est pas tout à fait le mien. J'avais plein de pistes, mais bon, j'ai un peu laissé tomber parce que je me sentais pas tout à fait dans ce truc-là. Et puis un petit peu par opportunité, par obligation, j'ai fait un DUT de commerce. Et puis après, j'ai fait un DUG, métier des arts et de la culture, parce que l'idée, c'était d'organiser, de promouvoir et d'animer des événements culturels, puisqu'en plus de l'écriture, je suis une passionnée de danse, de musique, de théâtre. Donc l'idée, c'était de pouvoir monter des événements culturels, des festivals, et puis aller chercher des sous-sous pour pouvoir organiser tout ça, et après faire la communication et l'animation. Le souci, c'est que dans ces métiers-là, il n'y a pas beaucoup de place, du moins pas de place rémunératrice. C'est le bénévolat. Je suis pas sûre que même si ça me nourrissait intérieurement, que j'allais voir monsieur EDF ou monsieur mon propriétaire et pour dire, mon loyer, je vais le payer en épanouissement personnel. Ça marchait pas trop. Donc du coup, c'est là où j'ai dû trouver un vrai métier, faire plaisir à mes parents. Donc je suis devenue assistante administrative et commerciale. Et j'ai bougé d'entreprise en entreprise pendant une
bonne quinzaine d'années, principalement dans le domaine du service et dans le domaine informatique, mais j'ai fait tout un tas d'autres choses. Et à chaque fois, en fait, c'était très compliqué pour moi parce que j'avais beaucoup de mal à travailler dans un cadre précis avec des valeurs qui n'étaient pas forcément les miennes. Et puis au final, c'était pas ce que je voulais faire. Moi, à chaque fois que je prenais du plaisir dans ces métiers-là, c'est quand il fallait rédiger des mails, rédiger des comptes rendus de réunions que j'avais potentiellement animées, où là, je m'éclatais parce que l'idée, c'était vraiment de faire ressortir des projets, de faire ressortir des synergies entre les personnes. J'ai toujours été très sensible à mon entourage, capable de beaucoup d'empathie, et j'arrivais très facilement à ressentir les personnes, à ressentir leurs énergies et à savoir comment les aider à ce qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Même quand j'étais salariée, hein, ça a toujours été quelque chose qui était assez aisé pour moi, mais sauf que comme c'était pas ce qu'on me demandait de faire, puisque je n'étais que l'assistante, on l'a déjà dit un certain nombre de fois dans ces termes-là. Du coup, voilà, je n'arrivais pas à trouver ma place, si bien qu'au bout d'une bonne quinzaine d'années et 3 ou 4 burn-out professionnels, j'ai fini par décider d'arrêter le salariat. J'ai donc monté mon entreprise, La Boîte à tes trucs, qui, à la base, proposait des services de gestion administrative et commerciale aux professionnels. Donc, j'étais assistante indépendante auprès d'artisans et de professions libérales. Je proposais du support administratif et puis aussi j'avais commencé à proposer des services de correction, de rédaction et aussi de création de sites web. Bizarrement, mes clients me demandaient quasiment pas d'administratif, ils me demandaient tous de la rédaction, ils me demandaient tous de la correction, ils me demandaient tous des travaux d'écriture. Bizarre. C'est vrai, c'est pas un métier. Ben, en fait, en attendant, c'est ce qu'on me demandait le plus. Et est arrivé le printemps 2020 où on a tous été punis dans nos chambres parce qu'on avait fait plein de bêtises, donc on était tous confinés chez nous. Et là, s'est posé la question, bon, du coup, je fais quoi? Est-ce que je continue mes services administratifs, même si le contexte indépendant, l'entrepreneuriat me correspondait plus que le salariat, mais bon, je me faisais pas spécialement plaisir dans ce métier-là, qui pour moi proposait beaucoup de contraintes et pas forcément beaucoup de liberté, alors que mes clients me demandaient pratiquement que de l'écrit, chose que je préférais faire. Donc là, je me suis dit, au bout d'un moment, il y a un moment donné où il faut assumer qui on est et ce pourquoi on est fait. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai décidé que La Boîte à tes trucs allait modifier un petit peu tous les trucs qu'on trouvait dedans et que j'allais enlever les services administratifs et commerciaux pour ne proposer plus que de la rédaction et de la correction. Et puis création de sites web. Ce qui m'intéressait dans la création de sites web, c'était le côté artistique, puisque je suis aussi artiste peintre. Et puis, c'était comment est-ce que j'allais rédiger le contenu, parce que le contenu, il y a tout ce qu'on appelle la stratégie de référencement, stratégie SEO. En fonction de comment on va rédiger notre contenu, les moteurs de recherche vont pouvoir trouver le site plus facilement et le mettre en haut des résultats. Donc là, il y avait à la fois un côté un petit peu technique, stratégique, mais aussi un côté de contenu, parce qu'au final, c'est bien que les petits robots Google, ils nous mettent en haut de la liste, mais si le contenu, il est intelligible uniquement par des robots Google et pas par des humains qui vont lire derrière, en fait, notre site, il sera un petit peu tout pourri, parce que les humains, ils vont dire, qu'est-ce que c'est qui est écrit que là-dedans? Et en fait, ils passeront au prestataire suivant. Donc l'idée, c'était un peu de ménager tout ça, mais aussi d'aider les personnes à faire ressortir leur personnalité dans le contenu que j'écrivais pour eux. Parce que, on a un comptable d'un côté, un comptable de l'autre. Qu'est-ce qui va faire que je vais choisir un tel ou un tel? Et peut-être parce que le contenu de son site me plaît plus, et puis surtout parce que comment il parle de lui, comment il met en avant ses valeurs, comment il met en avant son travail, ça me parle un petit peu plus. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Donc, c'est comme ça que mon activité a glissé petit à petit. C'est que j'écrivais de plus en plus de présentations des clients qui faisaient appel à moi, des présentations de leur parcours, de leur histoire, mais aussi de leur activité. Donc ça, je me suis spécialisée là-dedans. Sauf que
ça ne me convenait toujours pas parce qu'au final, les mots que j'utilisais, c'était mes mots à moi, avec ma sensibilité à moi, avec mon interprétation de ce que les gens pouvaient proposer et dire. Et ils avaient un petit peu du mal à s'approprier ces contenus-là. C'est-à-dire que bon, ils le mettaient sur le site internet, éventuellement la bio sur LinkedIn ou ailleurs, mais ça restait mes mots, mon interprétation. Je tombais juste parce qu'à chaque fois qu'ils lisaient le portrait que j'écrivais d'eux, ils étaient toujours très émus parce que j'avais réussi en peu de mots à, à mettre vraiment à jour leur personnalité. Mais du coup, comme ça restait mes mots et ma formulation, ils avaient du mal à s'approprier. Et du coup, super joli contenu que j'écrivais, et il servait pas à grand chose. Et donc, c'est comme ça que est né l'accompagnement que je propose, donc, qui s'appelle Je suis une légende, parce que je suis persuadée que chacun de nous enferme une légende. On doit tous devenir quelqu'un vraiment de légendaire. On doit vraiment vivre sa vie pleinement. Et donc, l'idée, c'est que les personnes partent à la recherche de ça. Ce que moi, je vois, ce que je perçois, c'est que ce soit les personnes qui le trouvent elles-mêmes pour après être en mesure de l'affirmer. Donc, voilà comment de petite fille, c'est vrai, écrivain, c'est pas un métier. Je suis devenue écrivain public avec vraiment l'objectif, l'ambition de permettre aux gens de comprendre qui ils sont, d'accepter qui ils sont, et ensuite, après, d'affirmer tout ça. Très Donc voilà, bien. en gros, sur mon activité d'écriture, ce que je peux en dire. D'accord. Et donc, à quoi ressemble une journée de travail chez toi? Alors, une journée de travail chez moi, alors elles se ressemblent pas toutes, bien évidemment. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'être entrepreneur, parce que la routine est quelque chose qui me grille le cerveau et qui fait qu'après, il est plus du tout pertinent. Donc, en général, le matin, je le consacre à mes travaux d'écriture ou tout ce qui est conception des outils. Quand j'ai des accompagnements en cours, c'est souvent le matin que je le fais parce que c'est là que mon cerveau est le plus opérationnel. Je travaille de chez moi la plupart du temps parce que bon, j'ai aussi des soucis de santé qui me permettent pas forcément d'être mobile. Donc ça aussi, c'est un choix c'est une contrainte qui a pesé dans mon choix d'être entrepreneur. C'est qu'il y a des jours où je peux pas me lever, donc plutôt que d'appeler un employeur de dire je peux pas me lever, je peux pas venir. Là en fait on s'en fout. J'ai des outils, je travaille depuis mon lit ou je me traîne jusqu'à mon bureau. Donc voilà, je travaille la plupart du temps chez moi en visio. C'est parfait la visio, c'est génial quand je dois avoir des séances avec des clients. Je peux aussi animer des ateliers d'écriture en visio, ça fonctionne très très bien. Donc là, l'avantage, c'est que ça va partout en France, même dans le monde. Il faut juste arriver à se caler avec le décalage horaire. Mais j'ai déjà eu des participants qui venaient du Québec, ça marche. Voilà, moi, en général, je fais des journées un petit peu longues, et puis après, je fais une pause, une petite sieste. Et puis après, je recommence à travailler jusqu'en fin d'après-midi. La plupart du temps, c'est ma fille qui vient me tirer en me disant Maman, c'est 18h, va falloir aller chercher la petite. Oui, ok. Bon, donc, heureusement que j'ai ma fille pour me sortir de mon travail. C'est toujours varié parce que je fais jamais la même chose. Je m'arrange à faire des choses différentes tous les jours. Ce qui change pas beaucoup, c'est que la plupart du temps, je suis sur mon ordinateur pour travailler, pour écrire, pour rédiger ou même pour faire les séances. Mais rien ne m'empêche de prendre mon ordinateur portable, d'aller me caler dans un coin des vignes à l'ombre, d'ouvrir la connexion de mon téléphone sur mon ordi, et puis je peux travailler aussi du milieu des vignes, chez un client, enfin n'importe où. Vraiment, ça c'est une grande liberté qui m'est offerte. Ça m'arrive de sortir quand j'en ai marre de mes quatre murs et quand mon chien n'est plus assez communicatif. Voilà, il n'y a pas de journée type. C'est ça qui est super bien et que j'apprécie beaucoup moi dans ce métier-là et dans le contexte de travail que je me suis créé. D'accord. Donc, tu travailles aussi les week-ends ou tu t'imposes une pause? Alors la plupart du temps, je m'impose une pause. Déjà, bon, parce que j'ai mes enfants à gérer, donc je m'oblige à ça.
parce que je sais qu'une fois que je commence à travailler, moi, je peux être perdue pour la cause pour 2, 3, 5, 6 heures d'affilée sans aucun problème. Donc, c'est pour ça que moi, je m'interdis de travailler le soir, je m'interdis de travailler le week-end parce que sinon, je peux y passer énormément de temps. En général, je travaille sur plusieurs sujets en même temps, je passe de l'un à l'autre, je navigue, ce qui fait que ça peut être quasiment illimité avec moi. Donc non, non, je ne travaille pas le week-end. Les rares fois où je travaille le week-end, c'est quand on me demande d'animer des ateliers d'écriture et que c'est le week-end, c'est le créneau qui est demandé parce que c'est auprès de particuliers, notamment des ateliers parents-enfants, des choses comme ça, où là, effectivement, je m'adapte à la demande, mais comme ce sont des ateliers, c'est à l'extérieur, c'est avec un cadre de temps limité, donc ça, c'est possible. Mais j'évite le plus possible de rallumer mon ordinateur le soir ou même le week-end parce que oui, non, je serais capable de travailler. Et bah, quand on fait quelque chose qui nous passionne, en fait, on n'a pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est le côté qui est super cool, c'est que du coup, bah, moi, c'est pas des journées de travail, en fait, c'est des journées de kiff, mais du coup, bah, ça peut potentiellement, je peux ne pas compter mes heures, clairement. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je dirais avant même l'écriture, c'est l'écoute. Parce que comme je travaille avec des personnes, j'accompagne des personnes, il faut que je les écoute avec mes oreilles, mais pour le coup, j'écoute avec tous mes sens parce que bien souvent, le plus important, c'est ce que les personnes ne disent pas. Et donc après, il va falloir que j'aille trouver comment aider les personnes à dire ce qu'elles ne veulent pas dire, soit qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles n'en ont pas conscience, soit parce qu'il y a un filtre qui les empêche de les dire. Donc il y a l'écoute et puis justement cette empathie qui nous permet d'entendre les personnes. Il faut beaucoup de diplomatie et de patience pour accompagner les personnes vers la découverte d'elles-mêmes. Si on n'aime pas les gens, c'est pas la peine. Clairement, c'est pas la peine. Alors après, on peut choisir d'être écrivain public pour la partie rédaction. On me donne un texte. Je suis aussi rédactrice pour le magazine À vous de voir, qui est un magazine local beaujolais. Donc là, on me donne un sujet, j'écris. Bon, voilà. Effectivement, on est plus sur des compétences techniques, littéraires, rédactionnelles. Ça s'acquiert, je pense, principalement par la lecture. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des études de lettres, des études poussées pour savoir écrire. Je pense que déjà, si on lit beaucoup, ça nous aide à développer notre style, à connaître différents styles et à développer le sien. La pratique, bien évidemment. Si on n'écrit pas ou rarement, c'est un peu comme les sports, hein. Si on ne pratique pas, on ne va pas pouvoir tout de suite claquer un marathon parce qu'on vient de commencer à courir, quoi. Donc, il y a beaucoup d'entraînement. Donc, dans les compétences, oui, bien évidemment, il faut connaître les règles de base de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, même si nos amis Becherel, Larousse et Robert sont d'une grande aide. On peut aussi, pour certains, faire appel à l'intelligence artificielle. Perso, je n'y ai pas recours parce que moi, je prône l'intelligence émotionnelle et ça, les ordinateurs sont pas capables de le fournir. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas utile, mais bon, moi, j'ai pas fait ce choix-là. Je fais vraiment le choix d'écrire quelque chose de personnel, parce que l'idée, c'est que si on veut se démarquer les uns des autres, bah, il faut y mettre du personnel. Si on passe par l'intelligence artificielle, potentiellement, on aura tous le même contenu, et c'est pas comme ça qu'on va se démarquer. Mais bon, ça peut aussi être utile de maîtriser cet outil-là. Honnêtement, moi, je l'ai pas, je l'ai pas pratiqué, donc je vais pas en parler plus que ça. En compétences, bah, quand on est à son compte, il faut avoir aussi donc les compétences de notre métier. Il faut aussi avoir les compétences d'entrepreneur. Et ça, c'est un métier qui en regroupe encore tout plein parce que quand on est entrepreneur, il faut pouvoir être stratégique, développer sa stratégie d'entreprise, être un peu comptable pour pouvoir faire son business plan et puis arriver à définir ses objectifs financiers pour pouvoir tenir sa comptabilité. Même si on est en micro-entreprise et que c'est un statut qui est relativement simple, il faut quand même être rigoureux dans sa comptabilité parce qu'on a quand même des obligations légales et fiscales. Il faut aussi pouvoir maîtriser la communication, pouvoir parler de soi, donc savoir faire une petite affiche sur Canva, par exemple, ou d'autres outils, hein. Mais il faut aussi maîtriser ces choses-là. Il faut aussi,
on décide de créer un événement en ligne, pouvoir aller créer une billetterie pour faire payer les gens, ou des logiciels pour gérer la prise de rendez-vous si on en a potentiellement beaucoup. Enfin voilà, il y a énormément de compétences à avoir. Là, je dirais, la première, c'est surtout la curiosité. La curiosité d'aller chercher les infos par soi-même, d'essayer de se débrouiller. Et une fois qu'on a compris un minimum, là, c'est est-ce que je continue à le faire moi-même ou est-ce que je le délègue? Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, quand on a notre métier, il faut pas, et qu'on est à son compte, il faut pas négliger le côté entrepreneur est un métier à part entière. Donc, du coup, on a cette double casquette. Pour en revenir au métier d'écrivain public, donc je disais l'empathie, l'écoute pour vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, écouter ce qu'elle a vraiment à nous dire, maîtriser la langue, bien évidemment, écrite et orale. Et puis, ne jamais, jamais oublier de lire tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on va s'ouvrir les horizons, et puis qu'on va faire évoluer aussi sa pratique. D'accord. Est-ce qu'il est facile de trouver des missions? Moi, perso, je trouve pas. Alors, ce qui va faciliter la recherche de mission, c'est d'avoir un positionnement qui est très clair. On peut être généraliste, mais à partir du moment où on est généraliste, on va être noyé dans toute la masse de personnes qui proposent ces services-là. D'autant plus en tant qu'écrivain public, où on est dans les rédactions de la correction. Encore une fois, il y a des logiciels qui peuvent corriger très bien, il y a des logiciels qui peuvent écrire tout seuls et qui sont gratuits par rapport à nous, nos prestations qui sont payantes. Donc, on a la concurrence en premier lieu des intelligences artificielles. On a aussi la concurrence de personnes qui travaillent depuis l'étranger, qui sont francophones et qui maîtrisent très bien la langue, mais qui sont à Madagascar ou en Inde, pour qui le coût du travail n'est pas du tout le même que pour nous. Donc, on peut être amené à être en concurrence avec ces personnes-là, et on n'est pas du tout compétitif, parce que nous, on a des charges qu'ils n'ont pas. On a cette difficulté-là aussi qui est réelle. Et puis après, dans le marché du travail français, là, si on est vraiment au niveau de notre microcosme, on est quand même relativement nombreux à proposer ça. C'est des choses qu'on n'est pas obligé de faire en local. Donc, je peux être mise en concurrence avec une personne de Biarritz ou de Strasbourg. Ça peu importe. Donc, c'est pas que de la concurrence locale. Donc, du coup, il va falloir arriver à se démarquer. Pour se démarquer, c'est pour ça que je dis qu'il faut arriver à trouver une spécialité et un positionnement qui est vraiment très clair, qui est vraiment bien précis, pour qu'on puisse être identifié comme spécialiste sur cette niche-là. Pour le coup, moi, l'accompagnement à l'écriture, je suis la seule à proposer ça, parce que j'ai des outils que j'ai développés toute seule, parce que je m'aide par rapport à mes compétences, à mes savoir-faire, et puis qui sont vraiment particuliers, parce que j'ai un profil particulier qui me permet de mettre ça en avant. Après, ce qui va faire la différence, ça va être comment est-ce qu'on va communiquer là-dessus. Donc, c'est typiquement ce que j'arrive à faire pour les autres, que je n'arrive pas à faire pour moi, bien évidemment. Donc, aider les autres à vraiment trouver leur positionnement et à exprimer leur positionnement, à l'affirmer, pour eux trouver leurs clients, leur public. J'arrive super bien à les aider, il n'y a pas de problème. De mon côté, c'est plus compliqué. Mais parce que ça, c'est une question de ça, c'est aussi une compétence à avoir, c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre en avant, comment on arrive à se vendre. Et ça, c'est vraiment une problématique personnelle d'affirmation de soi, shooter notre ami à l'imposteur qui arrête pas de nous susurrer plein de vilaines choses et qui nous empêche d'avancer. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi qui est permanent, parce que c'est pas parce qu'on a passé un palier, il y en a un autre derrière, et ainsi de suite. Et c'est un travail qui est très pesant, mais qui est nécessaire justement pour pouvoir arriver à être suffisamment serein et trouver des missions pour pouvoir vivre de son activité. D'accord. Quelles sont les possibilités d'évolution? Elles sont infinies, c'est juste ton imagination, tes opportunités, tes envies qui vont te limiter. Clairement, moi, là, mes limitations tout de suite maintenant, c'est plus des limitations horaires,
parce que voilà, je suis mère solo de 2 enfants, donc forcément, ça limite en termes d'heures, en termes de possibilités, par exemple, faire des ateliers le soir, c'est très compliqué parce que je dois trouver une solution de garde pour mes enfants. Je suis limitée aussi, bon, bah, parce que c'est des enfants aussi à besoins particuliers, donc elles ont quand même des rendez-vous réguliers dans la semaine, donc je suis limitée aussi par rapport à ça. Limitée par rapport à ma santé, j'en ai parlé, il y a des jours où je peux pas me lever, où c'est très, très compliqué. Bon, bah, ces jours-là, j'insiste pas, je travaille pas. Donc, pour moi, les limitations, elles sont plus de cet ordre-là, on va dire, logistique, fonctionnel. Après, possibilité d'évolution, je n'en sais rien. Je pense que tout est ouvert. Clairement, tout est ouvert pour moi. Il faut une idée et la mettre en place. C'est ça. Et après, bah, même si on galère à trouver, tiens, comment est-ce que je vais résoudre cette idée? Comment est-ce que je vais, ben, ce sera peut-être pas pour tout de suite la solution et puis, et on va y aller petit à petit. Là, l'idée des ateliers d'écriture en visio, il m'a fallu un moment entre le moment où j'avais l'idée, où j'ai osé lancer des tests, que j'ai fait des tests, que j'ai fait des retours, il m'a fallu plus d'1 an et demi pour pouvoir mettre ça en place. Parce que voilà, c'est du test, on essaye, on échoue, on analyse pourquoi on a échoué ou alors des fois on réussit du premier coup. Faut aussi analyser ce qui a réussi pour pouvoir reproduire la fois d'après. Mais voilà, pour moi, les limitations sont vraiment au niveau de l'imagination, de la motivation aussi. Des fois, on n'est pas motivé et ok, c'est ok de faire la même chose pendant un certain temps, ça peut, hein. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Comme il ne s'agit pas d'un métier réglementé, on fait ce qu'on veut comme on veut, on s'approprie ce métier comme on veut et du coup, on n'est pas spécialement limité par des contingences extérieures, en fait. Est-ce qu'il est possible de vivre de ce métier? Je suis convaincue qu'il est possible d'en vivre. Pour l'instant, c'est pas encore mon cas, c'est pour ça que j'ai d'autres activités, en parallèle. Mais quand j'aurai résolu mon petit problème de moi-même à moi-même, à arriver à affirmer complètement et pleinement, qui je suis, et que j'arriverai à communiquer clairement, oui, je suis persuadée que je peux en vivre parce que, comme j'ai trouvé un positionnement qui est vraiment très spécifique, avec, une plus-value qui est vraiment très spécifique, oui, clairement, je sais que moi sur mon secteur d'activité, sur mon positionnement, je vais pouvoir en vivre, prochainement. Si on est plus généraliste, là, c'est possible. L'avantage, on se dit, on est plus généraliste, donc on a un panel de de prestations qui est plus large, donc potentiellement, on peut avoir plus de travail. La difficulté, là, pour le coup, ça va être justement de se différencier par rapport aux autres. Mais oui, je pense qu'il est totalement possible de vivre de ce métier-là. Ceux qui en vivent relativement bien sont ceux qui ont choisi le positionnement de la biographie, d'écrire les biographies des personnes. Ça sont des prestations qui peuvent se valoriser assez cher parce que voilà, en fonction du projet de la personne, de comment elle investit ce projet de vie. Donc là, ce sont des prestations qui peuvent se facturer nettement plus cher et les personnes, certaines en vivent très, très confortablement. Donc oui, non, c'est tout à fait possible de vivre de son activité d'écrivain public. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Aucun. C'est-à-dire qu'on peut faire ce métier-là, comme je disais, c'est pas un métier qui est réglementé, donc on n'a pas l'obligation de passer par un cursus, scolaire universitaire précis. On n'est pas obligé d'avoir des qualifications précises. Donc en fait, on peut, accéder à ce métier-là absolument quand on veut. En revanche, comme je disais tout à l'heure, si on maîtrise pas la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, ça va être complexe. Si on est une personne qui n'aime pas lire et qui a pas un style, d'écriture riche, on va vite tourner en rond et on proposera pas forcément un service de qualité à nos clients. Mais ça, ce sont toutes des choses qui peuvent s'acquérir, en dehors du cursus scolaire. Bon, même si effectivement grammaire, orthographe, conjugaison, à la base, c'est des choses qu'on apprend à l'école, mais il existe des formations. On peut prendre des formations à distance ou même en présentiel pour, s'améliorer sur certains points précis. On peut passer des certifications, notamment pour les personnes qui font surtout de la correction.
donc notamment des corrections de manuscrits. Il y a une école qui s'appelle, enfin c'est pas vraiment une école, mais bon, pour passer à un concours qui s'appelle le concours Voltaire, qui nous donne un niveau d'orthographe, de grammaire, et donc bien évidemment, plus on est performant, c'est un peu comme le TOEIC en anglais ou en langue, peu importe, ça nous donne un niveau d'expertise en fait dans la grammaire, la conjugaison. Donc effectivement, si on est sur la correction, ça a une pertinence de passer cette certification-là. Il y a aussi des parcours qui permettent, notamment avec le CNED ou d'autres écoles, de passer un diplôme qui est plus ou moins reconnu par l'État. Donc, celui par le CNED est reconnu par l'État, d'autres écoles ne sont pas reconnues par l'État, mais qui disent, voilà, j'ai un diplôme d'écrivain public. Donc là, en fait, on reprend les bases du métier, donc la rédaction, la correction, l'écriture de biographie, toutes ces choses-là. Donc ça permet d'avoir un parcours académique. C'est tout à fait possible de le faire. Ce sont des formations qui durent plus ou moins longtemps selon le nombre de modules qu'on fait, et bien évidemment qui sera plus ou moins cher selon le nombre de modules. Mais c'est pas une obligation. Si on ressent le besoin pour asseoir sa légitimité de passer par cette case-là, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que quand j'ai regardé les programmes pédagogiques, concrètement, je maîtrisais sur le papier tout ce qui était proposé. Donc, j'ai choisi de faire d'autres formations à la place. Donc, moi, je ne suis pas diplômée. Encore une fois, comme ce n'est pas un métier réglementé, j'ai le droit de me revendiquer en tant que tel. Et ça fait... Alors, il y a des écrivains publics qui râlent parce que quand ils estiment qu'on n'est pas forcément légitime. Ok, c'est leur choix, mais voilà. Donc, il n'y a pas de parcours vraiment particulier. L'idée, c'est vraiment d'avoir la curiosité et d'aller piocher ce dont on a besoin pour asseoir sa crédibilité. Mais je pense que ce qu'on va nourrir surtout, c'est sa propre crédibilité de soi-même vis-à-vis de soi-même et aller court-circuiter à l'imposteur. C'est plus ça. Mais après, voilà, c'est tout à fait possible d'en passer par là, mais c'est pas une obligation. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ton métier? De ne pas écouter ceux qui disent que ce n'est pas un vrai métier, parce que c'est un vrai métier, qui demande vraiment de la technique et un savoir-faire, qui peut être inné ou relativement autodidacte pour certains comme moi, c'est-à-dire que j'ai toujours su faire ça. Pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. En revanche, va pas me demander de courir un 110 mètres haies, c'est même pas la peine. Je cours pas 10 mètres et je ne passe pas par-dessus la haie. Donc voilà. Donc, on a chacun des prédispositions pour, mais ça n'empêche pas comme je disais tout à l'heure, de continuer à s'entraîner. Et j'ai bouffé la question. Quel conseil? Voilà, le conseil, c'est vraiment de ne pas lâcher. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, faites-le en fait. La seule personne à qui vous avez des comptes à rendre, c'est vous-même. Et donc, du coup, si c'est le métier que vous avez choisi pour vous, si c'est le métier qui vous fait vibrer, si c'est le métier dont vous avez envie, allez-y. Et s'il vous manque des compétences, ça ne vous empêche pas d'aller les acquérir avec les différents programmes que vous pouvez trouver à droite à gauche. Et même si vous avez des troubles 10, c'est possible. C'est pas parce que vous êtes dysgraphique, dysorthographique, dyslexique que vous ne pouvez pas écrire. Ça, c'est une fausse croyance. Déjà parce que vous pouvez améliorer ces troubles-là, parce que là, pour le coup, il existe aussi des logiciels pour aider à mieux travailler. Donc, vraiment, les seules limitations que vous avez, c'est les limitations que vous vous mettez ou qu'on essaye de vous mettre et que vous acceptez d'écouter. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de vous, de vos envies. Ne vous découragez pas, même si c'est compliqué, même s'il y a des moments où effectivement vous avez moins de missions. Ne vous découragez pas parce que si vous faites ça, enfin, écrire un public, il me semble qu'on est tous à notre compte. Je pense pas qu'il y a des rédacteurs qui sont salariés, mais c'est pas tout à fait le même métier. À partir du moment où vous êtes entrepreneur, il y a pas mal de choses reloues à faire. Et que, mine de rien, notre métier principal, au mieux, il occupe 50% du temps et 50% du temps, c'est le métier d'entrepreneur. Bien souvent, on est sur du 70% entrepreneur et 30% professionnel. Là aussi, il ne faut pas se décourager. C'est une période et une fois que vous aurez mis en place tous les automatismes, justement, comme je disais tout à l'heure, des prises de rendez-vous automatiques, des choses comme ça qui vont vous faciliter votre travail
administratifs ou les trucs un peu plus pénibles et pas du tout productifs, surtout pas du tout rémunérateurs, là, vous pourrez vous faire plus plaisir dans votre métier principal. Mais vraiment, c'est de l'endurance, ne pas se décourager, ne pas écouter les personnes qui essayent de vous saboter, parce que bien souvent, les personnes qui essayent de vous décourager, de vous saboter, c'est des personnes qui, elles, n'ont pas osé. Et à partir du moment où elles n'ont pas osé, elles vous envient, elles vous jalousent et elles vont tout faire pour vous saboter. Et ça, c'est important de garder en visu ce cap-là. Ne laissez personne éteindre vos rêves. Vraiment, ça c'est quel que soit le métier que vous choisissez, quelle que soit votre orientation, c'est pas propre à l'écrivain public, bien évidemment. Si vous avez un rêve, ne laissez personne éteindre cette lumière-là, parce que vous allez vous éteindre avec. Donc, faites-le. Si c'est ce dont vous avez envie, faites-le, quel que soit le métier. À partir du moment où c'est légal, vous vous en foutez, allez-y, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Séverine, d'avoir partagé avec nous, de nous avoir fait découvrir ton métier. Je suis très contente de l'avoir découvert, en tout cas, pour ma part. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!